bienvenue dans ce second épisode de Tipixel, une émission consacrée aux jeux vidéo dans le Grand Est. Aujourd'hui, nous avons avec nous Johan de Goblin Studio. Bonjour Johan. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter Goblin Studio ? Donc, je suis effectivement le fondateur de Goblin Studio. Donc, c'est un studio de production et d'édition. Donc, c'est-à-dire production, c'est on crée les jeux, donc de A à Z, depuis les sketchs jusqu'à la version finale sans bug. Et on fait aussi l'édition. Donc, l'édition, c'est-à-dire à la fois le marketing et la distribution. Donc, distribuer à la fois sur Steam, sur Nintendo, sur Sony. Également, on va distribuer par exemple en Chine, en Corée. On va faire tout ce qui est les live rating dans les différents pays. Combien de temps vous prend-il en moyenne pour créer un jeu vidéo ? Alors ça, c'est peut-être la question la plus compliquée. On va dire que chez nous, en moyenne, les productions, c'est entre 1 an et demi et 3 ans. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la taille du jeu, le budget qu'on peut y allouer, si on va faire une accès anticipée ou pas. Ça a potentiellement pas mal de répercussions. On sait qu'en général, si on donne une version anticipée aux joueurs, on va avoir tendance à avoir plus de retours joueurs, on va devoir faire plus d'améliorations. Et le cycle de production va être un peu plus long. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est effectivement en général le budget, le type de jeu joue un peu. Les jeux de gestion en général sont un peu plus longs à développer. Et après, évidemment, il y a le niveau qu'on veut en termes de qualité aussi qui joue. Pour un jeu comme Legend of Keeper, donc celui-là, on a mis à peu près 2 ans et demi pour faire donc depuis le premier prototype jusqu'à la version qui est sortie fin avril. Donc là, c'est là où s'arrête la production. Et on a à peu près 1 an de post-production, donc ce qui est les mises à jour gratuites et les DLC et des portages supplémentaires, donc, notamment portage mobile. Et toujours sur Legend of Keepers, d'où vous est venue l'inspiration pour ce jeu-là ? Et pour la petite histoire, en fait, on était avec l'équipe dans la camionnette pour aller à la Gamescom, donc on présentait notre précédent jeu, et en fait, on discutait des différents jeux qu'on allait peut-être faire après. Et on a remarqué qu'il y avait assez peu de jeux qui traitaient de tout ce qui est jouer le méchant en fait. Et en fait, notre tout premier jeu, c'était Dungeon Rushers, qui était un jeu plutôt d'exploration de donjons. On s'est dit, ça serait vachement bien en fait de pouvoir jouer les méchants. Et après, en fait, on s'est inspiré de plusieurs éléments culturels. Il y en a un notamment qui m'a beaucoup marqué moi, c'était la BD Donjon. Donc c'était une BD française dans laquelle, alors c'est plus des animaux anthropomorphiques, mais qui vont gérer effectivement un donjon en mode vraiment héroïque parodie, quoi. Et on s'était dit, en fait, jouer un méchant qui gère son donjon, qui gère ses monstres, qui va la gérer comme une entreprise avec des grèves, des burn-out, on s'est dit, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place en se disant que on peut apporter aussi une critique en fait, à certains aspects de la société en faisant un jeu qui soit fun. Donc on a été vraiment là-dessus, et le côté critique de la société en fait est aussi intéressante parce que tu peux présenter sous un prisme complètement différent. Donc les jeux en général sont plutôt jeux de gestion capitalistique où tu vas en fait gagner de l'argent jusqu'à un maximum d'argent, et quand tu as accumulé le maximum d'argent, tu as gagné. Et là en fait on a pu le voir sous un autre prisme, de dire en fait si tu pousses trop les monstres en fait ils partent en burn-out, puis tu as un système en fait où de dire en fait si le capitalisme se pointait dans un monde on va dire un peu Tolkien, enfin c'est pas exactement du Tolkien, mais un univers qui est proche de Tolkien, en fait si on mettait les capitalistes dedans, comment ça se comporterait, quoi. Et donc là tu vois en fait un peu toutes les dérives avec si ton but c'est de rentabiliser les donjons, ça pose certains soucis, quoi. Moi j'ai une question par rapport à tous vos jeux. Est-ce que vous utilisez votre propre moteur de création de jeux vidéo ou vous en utilisez un connu ? Alors on utilise principalement Unity. Alors on a beaucoup d'outils qui sont pas reçus d'Unity, donc on développe des différents plugins en fait qui mettent dans Unity, qu'on utilise donc pour importer des traductions, pour faire des portages console plus facilement. Donc on a une surcouche qui est à nous, mais le moteur principal effectivement c'est du Unity, quoi. Et est-ce que vous composez vous-même la musique de vos jeux, ou vous faites appel à un compositeur ? Alors on fait appel à un compositeur qui s'appelle Jérôme Matisse. Il est au Tipeee d'ailleurs à Thionville. Et donc du coup il compose donc plutôt en digital. Donc grosso modo il a un énorme piano sur lequel il peut faire différentes compositions avec différents instruments. On utilise de temps en temps de vrais instruments, c'est quelque chose vers lequel on longtemps, mais oui, tout est composé, et pareil, les sons, en fait, tout est défini sur place. On utilise un peu de bande de son, mais très peu. Au final, c'est vraiment du fait sur mesure, ce qui donne vraiment une ambiance sonore qui se démarque, quoi. À quel genre de jeu préférez-vous jouer ?
Alors, moi, je joue un peu comme donc Goblin Studio, on l'a fait vraiment que du jeu de tour par tour, stratégie et simulation, parce que c'est vraiment les types de jeux que j'apprécie le plus. Donc, je joue quasiment au même jeu que ce qu'on édite. Donc, je suis vraiment très tour par tour sur des jeux plutôt old school, donc pixel art, euh, quelques jeux de gestion en 3D, mais principalement des jeux en fait finalement qui pourraient être considérés comme du old school. Du coup, on imagine que c'est ces jeux-là que vous préférez créer aussi. Ouais, plutôt. Et quelles sont vos plus grandes inspirations au niveau création, les créateurs de jeux qui vous ont le plus inspiré? Il y en a beaucoup. Je pense que dernièrement, il y a quand même eu Red qui a fait Darkest Dungeon, qui est un jeu très connu dans le monde indé, peut-être pas forcément très connu du grand public, où c'est des inspirations où en fait le jeu est considéré par beaucoup comme mauvais parce qu'il y a énormément d'aléatoires et qu'en fait il est injouable, enfin il y a très peu de stratégie. Et en fait, c'est le côté créatif de dire que en fait même le gameplay a été adapté parce que en fait, l'univers se passe sur tu gères des héros qui vont dans un donjon et ils ont un système de stress. Et en fait, ben, tu dois éviter qu'ils soient trop stressés, grosso modo. Enfin, tu as des techniques pour full stresser, mais bref, la théorie, c'est de dire plutôt tu évites de les stresser. Et en fait, tout l'univers est sombre, la voix est vraiment dark, etc. Et en fait, même le gameplay appuie le côté aléatoire qui te génère du stress, quoi. Donc, t'es vraiment un peu comme. En fait, c'est un peu comme un jeu d'horreur stratégique, quoi. Et du coup, tu vois, il y a certaines créations comme ça qui sont vraiment fantastiques. Et après, il y a un autre jeu que j'ai beaucoup admiré dernièrement qui est Dorf Romantique. Ça va peut-être pas vous parler, c'est un jeu allemand qui a finalement très bien marché sur Steam, qui est juste en fait, tu as juste des tuiles, un peu comme, je sais pas si vous voyez le jeu de société Carcassonne peut-être. Voilà, il y a des tuiles, bon, c'est hexagonal, mais c'est un peu le même principe. Et en fait, vous enchaînez des tuiles qui vont créer des rivières, des villages, etc. Et vous allez marquer des points avec ça. Et en fait, le jeu est d'une simplicité hallucinante. Et en fait, tu prends beaucoup de plaisir et tu vas tenter de scorer. Et en fait, il est vraiment très rejouable avec de la profondeur et tout, avec un mécanisme qui est vraiment très simple. C'est je place des rivières, je place des villages, je place des forêts, quoi. Et on vous garde avec nous pour la rubrique Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter 3 gros jeux, selon moi, qui sortiront en octobre. C'est parti. D'une saga très connue, Far Cry fait son retour avec un tout nouveau jeu qui sort le 7 octobre 2021 sur Xbox One, Xbox Series XS, PS4, PS5 et PC. Tout se passera sur une île où c'est le chaos total supervisé par un dictateur. Vous participerez à une révolution de la guérilla. D'après le trailer, il y aurait un panel de choix d'armes, une grande map avec une ville, des autoroutes, de la campagne et bien encore. On pourra avoir des véhicules de toutes sortes qu'on pourra sûrement personnaliser et même avoir des compagnons de route. House of H qui sort sur PC, PS4, PS5, Xbox Series XS et Xbox One le 22 octobre 2021. Le jeu d'horreur se passera en 2003 en Irak où il y aurait des créatures surnaturelles sous le désert d'Arabie. Vous allez jouer 5 personnages, 5 militaires qui vont tomber dans un temple. Vous allez devoir faire des choix pour survivre. Je vous laisse découvrir de vous-même. Nintendo surprit tout le monde avec un nouveau Metroid, le 5e de son aventure, Metroid Dread, qui sortira le 8 octobre sur Switch. Le jeu sera en 2,5D. On incarnera bien évidemment Samus Aran dans un pur jeu d'action super rythmé. L'histoire se déroule après les événements de Metroid Fusion. Samus plus fort et agile seront sur la planète ZDR pour enquêter sur une étrange transmission envoyée par la Fédération Galactique. Et voilà, c'était les plus gros jeux d'octobre selon moi. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles actualités jeux vidéo. Est-ce que vous vous intéressez à l'E3 et si oui, est-ce que vous attendez des jeux? Alors oui, alors je dirais qu'avant la pandémie, je m'intéressais finalement peu à l'E3 parce que c'était vraiment des très très gros jeux. C'était assez show business. Depuis la pandémie, c'est un peu plus large, c'est-à-dire il y a plus d'événements. Il y a le PC Gaming Show, il y a le Future Gaming Show avec plus de jeux indés. Et ouais, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup que j'attends. Je suis pas sûr qu'ils vont forcément parler. Il y a Song of Conquest, un jeu qui est comme un Heroes of Might and Magic, mais en pixel art. Il y a The Wandering Village, qui est un jeu de création de village sur le dos d'une grosse créature, qui ressemble un peu au Disque Monde de Pratchett, en fait, mais avec un prisme différent. Et il y a un dernier jeu qui a été annoncé par Ishtar Game, qui est un jeu où tu dois gérer ta lignée
dans un village médiéval, quoi. Donc il y a 3 jeux qui sont vraiment très distincts, qui sont assez prometteurs et pas très connus en fait. Comment voyez-vous l'avenir du jeu vidéo avec l'amélioration de la réalité virtuelle et du ray tracing? Alors, question très compliquée aussi, parce que le ray tracking, c'est vraiment une méthodologie en plus qui est typiquement pour de la 3D et des cinématiques, donc c'est quelque chose qu'on utilise très peu. Je ne sais pas à quel point chez les gros jeux ça a changé. Enfin, je sais qu'on voit un peu plus d'expression faciale, des choses un peu plus sympas. Et la réalité virtuelle, c'est pour moi un domaine très très compliqué parce que ça évolue. Sauf que, comme tout le monde est au courant aujourd'hui, il y a quand même des gros problèmes écologiques, donc que ce soit que sur les minerais rares ou la consommation. Et pour moi, la VR a une durée de vie qui va être très courte parce qu'en fait, on va arriver très très vite aux limites en fait, de ce qu'on peut fournir. Donc pour moi, la VR, on est plutôt dans l'âge d'or, mais à mon avis, ça va s'écrouler assez vite malheureusement parce qu'on ne sera plus en état de fournir en fait, suffisamment de matériel. Donc c'est quelque chose qui était vraiment sympa, mais je ne pense pas qu'il y a un avenir très très loin, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des DLC excessifs? Encore un sujet compliqué. Ouais, en fait, la consommation excessive de skins, en fait, c'est très difficile à définir parce que tu vas avoir des jeux qui vont être payants avec des DLC qui sont juste des campagnes supplémentaires, ça c'est facile. Tu vas avoir des jeux qui vont être payants, pas très chers avec des skins, mais qui sont par exemple limités ou qui ont un modèle qui sont pas forcément très agressifs comme League of Legends où tu peux acheter des skins, pas acheter des skins, ça change rien. Par contre, je suis assez contre tout ce qui est les modèles free-to-play mobile. On va essayer de manipuler au maximum les gens pour qu'ils restent pendant des pubs, pour qu'ils achètent un maximum. Donc je suis plutôt pour les DLC tant que c'est, on va dire, dans la consommation limitée, c'est-à-dire que tu ne puisses pas acheter à l'infini dessus, quoi. Parce que c'est des modèles qui sont très compliqués, en fait, qui posent plein de problèmes en fait, éthiques, sociétales, même de contrôle, en fait, au même titre que la pub. Donc voilà. Et nous passons à la dernière rubrique, vieux et toujours bon. Yo tout le monde! Est-ce que vous avez aimé le jeu? Non. Je pense que j'aime bien, mais à courte dose. C'est pas le genre de jeu avec lequel je me poserai 1 heure pour jouer, c'est 20 minutes par-ci par-là juste pour essayer, où c'est sympa, ça se laisse consommer, mais à long terme, ça fait un peu. Alors, déjà, c'est beaucoup trop dur à avancer dans le jeu. Non, j'ai pas aimé le jeu parce qu'il est trop dur et ennuyeux. C'est comme Mario en moins bien. Franchement, ça fait bosser la patience et du coup, ça me permet d'évoquer en même temps le point négatif du jeu, c'est qu'il est très dur. C'est pas évident et quand on fait une première prise en main avec ce jeu, on va avoir beaucoup de mal, mais en même temps, du coup, il apprend à rester persévérant et la patience aussi, de réessayer jusqu'à ce que ça passe. C'est nul. Pourquoi tu t'es fait plein de bulles? Abdenour, ton masque! Les personnes à l'époque, les enfants, il n'y avait pas trop de solutions pour jouer. Du coup, ce jeu, comme il est long, et les enfants pouvaient rester des heures dessus en train de jouer. Je suis trop jeune pour ce jeu. Aujourd'hui, ça fait mal aux dents parce que les mécaniques elles sont un peu archaïques, il y a un peu de. On n'est pas habitué à ce genre de truc, mais qu'à l'époque c'était quand même cool. Déjà à l'époque, il n'y a pas beaucoup de jeux de plateforme comme celui-là, donc déjà le concept en lui-même il était novateur. Et quand on prend l'exemple des véhicules, ce genre de choses, il y a un petit hélicoptère, le vélo, tout ça, c'est pas le genre de choses qu'on avait pour habitude de voir, comme le concept de magasin où on accumule des pièces pour les acheter. Dans ce genre de jeu, c'était pas commun du tout. Moi je m'en non. Bonjour, est-ce que vous avez un jeu rétro préféré à nous recommander et pourquoi est-ce votre préféré? Alors en rétro, j'en ai 2, j'en ai plus que 2, mais disons il y en a 2 que j'aime beaucoup, y compris rejouer, c'est Final Fantasy VIII, parce que c'était un des jeux quand j'étais vraiment ado qui m'a marqué à l'époque. Maintenant c'est un peu dur d'imaginer, mais à l'époque c'était vraiment très très beau. C'était une claque visuelle assez impressionnante qui était sur PlayStation.
Donc c'était la première PlayStation, hein, mais c'était poussé au maximum les graphismes. Et il y a un autre jeu que j'aime toujours énormément, qui est aussi un Final Fantasy, qui est Final Fantasy Tactics Advance, qui était un système de combat vraiment époustouflant à l'époque, quoi. Donc il y a 2 jeux qui m'ont vraiment accroché et que j'aime encore jouer aujourd'hui, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. À bientôt.